vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les entreprises du CAC 40 ont toutes annoncé leurs résultats annuels. Grâce au record du luxe et de l'énergie, elles ont généré 142 milliards d'euros de bénéfices cumulés. Dans un tel contexte, on aurait pu s'attendre à ce que les performances de nos plus grandes entreprises soient pénalisées, mais c'est pas du tout le cas. Total Energy conserve la première place du classement des bénéfices du CAC 40 avec un bénéfice record à 19 milliards d'euros. Partout, les ventes sont en hausse. D'abord parce que la conjoncture mondiale est loin d'être mauvaise. Ensuite parce qu'il y a eu de l'inflation. Stellantis, chiffre d'affaires à 180 milliards d'euros et un bénéfice à 16 milliards d'euros. Comme LVMH, BNP Paribas, AXA, L'Oréal, Airbus, Vinci, Bouygues, Schneider, ST Microelectronics, Danone, Michelin, Saint-Gobain. Pourquoi, malgré le climat de crise, vont-elles si bien ? Honteux en cette période d'inflation, c'est ce que vous dites, à 78% en ce qui concerne ces 142 milliards de bénéfices du CAC 40. C'est une année record dans le luxe et les énergies, un partage peu équitable entre les actionnaires et les salariés. Et ça fait grincer des dents, Philippe. Oui, Cécile, dans le contexte actuel d'inflation, aucun groupe du CAC 40 n'a annoncé baisser ses dividendes qui ont pourtant atteint ce record de 142 milliards d'euros. Alors, le groupe LVMH distribuera près de 6 milliards à ses actionnaires, mais seulement 400 millions à ses salariés. Alors, est-ce que pour vous, ces bénéfices du CAC 40, c'est une bonne chose ? Ça protège notamment des entreprises françaises, des entreprises étrangères qui voudraient les racheter puisqu'elles prennent de la valeur ? Ou est-ce que c'est honteux en période d'inflation ? Venez nous le dire, on vous attend au 0826 300 300. Et il est parmi nous, c'est notre invité Pascal Delima est dans notre studio. Merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes chef économiste chez CGI Consulting, auteur de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Philippe Bilger, 142 milliards et des bénéfices records encore pour les actionnaires. Une honte ou bien finalement pour l'économie ? Alors au fil des années, Cécile, Philippe et bien sûr Pascal, j'ai évolué à partir encore une fois d'une maîtrise très relative des mécanismes économiques. Un premier mouvement un peu révolutionnaire, j'ose le dire, c'était de dire au fond les Français sont tout de même des gens bien, de ne pas se révolter contre de telles inégalités dans la vie du pays. Je me dis mais comment peuvent-ils supporter qu'il y ait tant d'écart entre ces groupes et eux-mêmes dans leur vie quotidienne ? Une deuxième réflexion arrive, là c'est une réflexion presque trop réaliste et je me dis ces groupes sont fondamentaux, nécessaires, il est absurde de les critiquer, de les contester. Et la dernière, et là j'en arrive évidemment à notre invité, c'est de dire, je trouve totalement légitime qu'ils aient gagné tout cela, mais comment faire pour que les salariés aient une juste part alors que les actionnaires ont une part léonine aujourd'hui? Est-ce qu'on a le moyen de le faire? Françoise Devoise. Moi, je suis évidemment pour la taxation des super-profits. Alors, les Républicains avaient été malins. Non, je pense que les centristes avaient été malins pour essayer d'introduire une taxation sur les dividendes. Et je trouvais ça, évidemment, retoqué par le gouvernement, voté à l'unanimité par l'Assemblée, retoqué par le gouvernement. Bien sûr qu'il y a une percussion de deux informations. Moi, je ne suis pas dans l'esprit de il faut foutre les riches sur la paille. C'est pas le sujet. À un moment donné, j'entends un économiste comme François Langlais, qui est tout sauf un dangereux gauchiste. Je l'écoutais sur le journal de 20h de TF1, qui est tout sauf le journal des gauchistes, expliquant que Procter & Gamble, par exemple, cette année, sur un baril de lessive qui vaut 12 €, cette année, il y en a 3 qui reviennent aux actionnaires. C'est quand même incroyable. 3 € alors que l'an dernier, c'était 1,5 €. La distribution aux actionnaires me dérange, bien sûr, fortement dans une période de crise. Et plus encore, baissez vos prix. On est dans un problème d'inflation. Vous avez des bénéfices. Bien sûr, on peut baisser. Vous avez raison, Philippe David, de le dire. On peut baisser la distribution des dividendes, mais ça, c'est presque un peu moral. Mais baissez aussi vos prix. Quand vous pouvez baisser les prix, réajuster les prix. C'est insupportable. On a la double peine. Vous gagnez des milliards, il n'y a pas de super profit, il y a l'inflation. Sébastien Ménard. Alors, là, pour le coup, je vais être à moitié d'accord avec Françoise. Par contre, quand elle dit, tu laisses sous-entendre qu'il n'y a pas d'impôt sur les dividendes, il y a beaucoup d'impôts sur les dividendes. Tu n'as pas dit ça, hein? Non, mais tu l'as laissé sous-entendre.
sous-entendre, j'avais pardonne-moi. rien laissé sous-entendre. Il y a des impôts avant les dividendes, Non, mais et il y a beaucoup d'impôts après les Je te dividendes. parle de la supertaxation sur les dividendes. C'était un impôt supplémentaire. Mais il y a déjà des impôts sur les dividendes. Non, mais on a bien compris, mais la flat tax, ça les limite. Et on distribue des dividendes une fois qu'on a une entreprise au carré, qu'on a honoré l'ensemble de nos obligations sociales et fiscales, qu'on a payé absolument tout le monde. Après qu'effectivement, qui est dans ce contexte de crise, clairement, une question sur la juste répartition des richesses, et que, honnêtement, moi, ça ne me choque pas qu'LVMH fasse des super profits parce qu'on n'est pas sur des produits de première nécessité. Mais quand on voit Total dont souffrent énergétiquement les Françaises et les Français, là, tu as complètement raison. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter du luxe. En revanche, le carburant, c'est comme Procter & Gamble, les lessives qui ont augmenté de façon délirante, baisse ton prix, ajuste-le. Mais c'est 140 milliards de dividendes et de super profits, voilà, tu as raison, vont quand même quelque part aider l'État français à remplir aussi ses caisses. Ne l'oublions pas. Pascal Delima, vous qui êtes un économiste qui se qualifie de, je vous cite, je crois, keynésien modéré, c'est-à-dire que vous êtes vraiment au milieu de tout ça. Quelle est votre approche sur ces 142 milliards ? 142 milliards, d'abord, effectivement, c'est un chiffre comptable, et il faut aussi toujours avoir un peu de recul par rapport à la comptabilité et de voir aussi que c'est un chiffre qui concerne un certain nombre d'entreprises, les entreprises du CAC 40. Plusieurs remarques. D'abord, les entreprises du CAC 40, c'est quand même pas mal aussi que notre économie traditionnelle, finalement, fonctionne bien. On a beaucoup critiqué l'économie, la nouvelle économie, les GAFAM, etc. Les GAFAM sont plutôt un petit peu en déperdition en ce moment, et au contraire, nos fleurons de l'économie vont bien. Donc maintenant, qu'enfin nos fleurons de l'économie vont bien par rapport à ces méchants GAFAM qui nous emmènent dans un monde un peu obscur, c'est peut-être quand même finalement pas mal. Premier point. Deuxième point, effectivement, il faut voir dans l'économie l'écosystème, les interdépendances qu'il existe entre certaines entreprises et d'autres. Effectivement, les entreprises, les grandes multinationales d'abord sont mondialisées, mais pour la quote-part de production qui est faite en France et pour les rapatriements de profits, c'est aussi des investissements dans l'innovation, c'est aussi des emplois, et c'est tout l'écosystème de PME, TPE qui fonctionne avec les grandes entreprises. Donc c'est énormément d'emplois, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, alors après on peut critiquer, mais c'est la partie, je dirais, des abus du système. Il y a un chapitre abus du système, mais dans le fonctionnement normal du système, il force est de constater quand même que c'est aussi, c'est aussi des acteurs qui sont des acteurs importants dans la transformation énergétique, dans la transformation environnementale. Ils ont des millions d'investissements à faire, et ceux qui peuvent peut-être infléchir une tendance, entre guillemets, un peu nouvelle au capitalisme, c'est malheureusement aussi ceux qui peuvent investir. Non, mais quand je vous écoute, tout va bien, tout est pour Non, il y a l'antithèse possible, mais il y a l'antithèse possible. Mais s'il y a des excès... Honnêtement, vous pensez vraiment qu'à un moment donné, on ne peut pas taxer à minima? Franchement, Mario Draghi, c'est pas un gauchiste qui l'a fait avant de partir. Ce qui me pose problème... Boris Johnson l'a fait avant de partir. Pourquoi on refuse? L'Espagne l'a fait. Pourquoi on refuse ça? Ce qui me pose problème, c'est dans l'observation du thermomètre avec... Vas-y. C'est pas la peine de ramener ton grain de sel, Philippe Bilger. Je finis ma question. Parce que je peux chronométrer aussi tes réponses. Non, mais François, il allait dire. Il allait pas le dire. Ce qui est un peu... Alors peut-être c'est pas la réponse que vous attendiez, mais ce qui est un petit peu embêtant pour moi, c'est que cette histoire d'observation du thermomètre n'explique pas le fond du problème, et qu'il y a un fond du problème, c'est que il y a une part dans ces profits qui sont pas liés, je dirais, à la performance de l'entreprise. Il y en a une part qui est réelle, mais dans certains secteurs d'activité, il y a une part aussi importante qui est liée à l'inflation. Et donc là, effectivement, vous avez des gens qui font du profit dans une part inflationniste, une part, pas tout. Et puis, il y a un problème en face de pouvoir d'achat. Là, il y a un vrai problème d'équité. Le sujet fait beaucoup réagir. 0826 300 300. François qui est avec nous. François, vous vouliez réagir? Oui, alors effectivement, moi j'ai un petit peu un décalage avec ce qui vient d'être dit, parce que au-delà des chiffres des 142 milliards, alors on rappelle qu'il y a le luxe, il y a aussi l'énergie qui fait beaucoup de profit, et on voit très bien que l'énergie, elle est aussi payée par le contribuable moyen, qui n'est pas forcément actionnaire, et qui déjà fait générer des profits à ces entreprises-là, et n'en récolte pas les fruits. Dans les 142 milliards, il faut quand même, alors vous êtes économiste, vous allez peut-être être d'accord avec ces chiffres ou pas, mais en tout cas, il y a quand même un déficit commercial 2022 qui est de 162 milliards. La dette française s'est accrue de 600 milliards. 164, ok, bon, d'accord. 600 milliards d'accroissement de la dette avec Emmanuel Macron. Donc, d'un côté, on a les entreprises qui font des bénéfices. De l'autre côté, on voit que le déficit commercial se creuse.
que les Français souffrent au quotidien avec l'inflation et que la dette commerciale. Donc, en fait, je rejoins tout à fait ce qui a été dit écrit par un économiste qui s'appelle Joseph Stiglitz, que vous connaissez certainement, qui est prix Nobel, et qui a dit qu'il y a un prix de l'inégalité. Ce prix, il est payé de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, tant mieux pour elles, qui font des bénéfices. D'un autre côté, il y a une inégalité entre la répartition de ces bénéfices sur la population qui, elle, effectivement, paye d'une manière directe ou indirecte à travers les impôts et les subventions de l'État à ces bénéfices. Et ça a des conséquences qu'on ne mesure pas. Et j'en termine avec le fait qu'on devrait imposer aux sociétés, au-delà d'une certaine marge, d'investir en France. C'est bien beau d'investir dans la recherche et le développement, mais si c'est pas en France, dans ce cas, il y a des chômeurs qui sont payés par les impôts, qui sont payés par des aides, et ça, c'est de l'aide déguisée, et c'est de l'inégalité flagrante. François, vous restez avec nous. On prend tout de suite Christian, comme ça, on vous permettra de répondre, Pascal de Lima. Christian, bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous tous. Écoutez, moi, mon point de vue, il est fort simple. Je suis un keynésien, on va dire, excessif, pour reprendre... voilà. Je suis un keynésien excessif, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait encore plus de bénéfices des entreprises du CAC 40, mais il faudrait qu'il y ait surtout plus de répartition. Et la répartition, elle est fort simple. Il faut augmenter les salaires, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Comme ça, il y aura un cycle vertueux qui va s'instaurer. Et c'est tout simple. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Il y a une désespérance sociale en France, il faut la mesurer. Il faut la mesurer, Sébastien Ménard. C'est pas la peine d'insulter les gens qui vont bloquer des services publics, etc. Parce qu'il y a une vraie désespérance sociale, il y a un vrai ressentiment qui est en train de grandir dans notre pays. Il faut en prendre conscience. Voilà, mon point de vue, il est là. Et je crois que les gens, finalement, s'en fichent un peu. Ça choque les chiffres, mais s'ils arrivent à bien vivre, à bien faire leurs courses, etc., ça passera. Oui, il faut tout remonter par le haut, en fait. Il faut tout remonter par le haut. Il faut arrêter de toujours taper sur les plus faibles. Voilà. Sébastien Ménard, avant de repasser la parole à Pascal de Lima. C'est comment Christian, je vais vous répondre très directement. L'idée, c'est que quand on a des gens qui sont empêchés, et des gens qui soutiennent ou qui soutiennent pas la grève d'ailleurs, qui sont empêchés. On ne peut pas bloquer un pays. On ne peut pas bloquer les énergies qui veulent avancer, les gamins qui veulent étudier, les salariés qui veulent aller travailler ou les patrons qui veulent créer de l'emploi et de la richesse. Et je suis plutôt de ce côté-là. Plutôt quelqu'un qui partage, plutôt quelqu'un qui redistribue, même plus que ce que je peux garder pour moi. Voilà, je referme la parenthèse. Je dis simplement que l'excès de colère... Monsieur Ménard, je respecte votre point de vue totalement, mais je suis plutôt d'accord avec vous, mais essayez de ne pas insulter les gens, s'il vous plaît. Alors je vais aller au bout de ma réflexion, quitte à me refaire taper sur les doigts. Vous savez, il y a des connards des deux côtés du parapheur et de deux côtés du blocage politique. Voilà. Et je me suis déjà excusé. Je dis simplement, je me suis déjà excusé et je ne suis pas Dupond-Moretti. Je reste à ma juste place. Je dis simplement qu'il y a des gens des deux côtés du parapheur et de la décision aujourd'hui et du blocage qui quelque part mérite toute ma réprobation. Philippe Bilger, vous avez peut-être... je voulais vous demander, mais concrètement, pour quelqu'un qui n'est pas au fait de tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, au bénéfice des salariés pour que ce soit pérenne ? Pas seulement, là, une taxation qui relèverait de difficultés. Je mets un très court grain de sel. L'intéressement, la participation pour les salariés, c'est peut-être dans les tuyaux, ce serait pas une bonne chose. Attention, on a une minute. Une minute. L'intéressement existe déjà. D'ailleurs, certains nombre de grandes entreprises, pas pour toutes les boîtes, mais l'ont fait. Il y a eu aussi des ristournes. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. J'ai pas dit que c'était parfait, mais il y a quand même des actions qui ont été entreprises, même s'il faudrait aller plus loin et que souvent, d'ailleurs, l'État a pris le relais par ailleurs. Mais effectivement, tout à l'heure, on parlait de fonctionnement normal d'un écosystème vertueux. Maintenant, je disais les excès. Dans les excès, c'est ce terme d'économie du ruissellement qui ne fonctionne pas. Vous savez, je ne sais plus quel humoriste se moquait d'ailleurs de ce terme du ruissellement. Je trouvais ça très drôle. J'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais le ruissellement, en fait, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça marche bien du côté des entreprises, du côté des PME, il y a clairement une répartition entre la rémunération du capital et la rémunération du travail qui ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, la solution, elle n'est pas forcément exclusivement interventionniste. Mais face à l'incertitude globale, la seule certitude,
pour moi, c'est le travail et c'est de déterminer un métier d'avenir et de se projeter à travers les métiers d'avenir. J'ai pas une intervention d'État comme solution. Souvent, je citais le revenu universel, ça a été dit par Benoît Hamon, alors les campagnes présidentielles, etc. Parce qu'il y a un mouvement technologique aujourd'hui qui se produit, etc. Et qu'on a un souci, c'est que les classes moyennes disparaissent, c'est qu'il y a un chômage technologique au centre, qu'il y a des top jobs en haut, qu'il y a une pléthore de classes de jobs à 1 euro, et que c'est ce système-là qu'il faut arrêter par la détermination personnelle à se déterminer sur le marché du travail. La seule certitude dans l'incertitude, c'est le travail. Merci beaucoup Pascal Delima d'avoir été avec nous, de vous être déplacé, surtout chef économiste, c'est CGI Consulting, auteur de Capitalisme et technologie des liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu.